Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau format du Nakacho, la quotidienne, qui nous vient tout droit des TYS qui ont été arrêtés et qui deviennent les Nakacho. Cette version quotidienne, très simple, une émission en 2 parties, décryptage de l'actualité économique nationale ou internationale que l'on va expliquer en détail pour vous aider à mieux comprendre les choses. Et deuxième partie d'émission, une keynote entrepreneuriale, des conseils de vie, ce que je peux vous apporter de par mon parcours, de par mon vécu, de par les gens que j'ai pu rencontrer aussi. Les sujets du jour, le grand débat aux États-Unis qui s'est proliféré sur tout le reste du monde, le rachat des studios Warner Bros. Par Netflix. On a ensuite Paramount qui s'est greffé dessus et qui essaie de négocier. On va revenir sur justement toute la timeline de cet événement, le pourquoi Warner Bros est à vendre, comment Netflix a proposé de racheter, qu'est-ce qu'ils vont racheter sur toutes les sociétés qui appartiennent à Warner Bros, et ensuite comment ça s'est agencé pour que Paramount puisse venir derrière pour récupérer la chose. Deuxième partie d'émission, le sujet très simple, pourquoi la vie des gens vous empêche d'avancer. Sujet très simple qui fait débat, sur lequel on peut parler pendant des heures, sur lequel on va s'attarder quelques minutes en fin d'émission et savoir justement pour comment mieux évoluer dans la vie et comment apprendre aussi à se délester du regard des gens. On commence sans plus attendre sur le grand deal Netflix rachète Warner Bros. Discovery. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler quelques chiffres que j'ai ici pour ne pas vous dire de bêtises en termes de valorisation de chacune de ces entreprises en jeu. Déjà, il faut différencier 2 choses sur la valorisation. On a une valorisation boursière et une valorisation d'entreprise. 2 choses complètement différentes. Une valorisation boursière, ça va être le nombre d'actifs, de financement et autres de la société en circulation sur le moment d'étude de la structure. La valorisation d'entreprise, là, ça va être la même chose, mais avec en plus les éléments de dette et les créances financières sur cette société-là. Nous, on va s'attarder sur cet élément-là, la valorisation d'entreprise, en comptant la dette de l'entreprise, parce que ça joue un rôle aussi sur le rachat de Warner Bros. Netflix, aujourd'hui, est valorisé à 430 milliards de dollars. Paramount Skydance est valorisé entre 25 et 28 milliards de dollars aujourd'hui. Très important parce que derrière, on va se poser la question de comment Paramount Skydance, qui vaut à peu près 25 milliards de dollars, a pu proposer 103 milliards de dollars pour le rachat de Warner Bros. Discovery. Et ensuite, bien évidemment, Warner Bros. Qui vaut en tout, avec la totalité des sociétés qui lui sont rattachées, 103 milliards de dollars. Avant d'entrer dans le détail de pourquoi ce rachat et de comment tout ça s'est goupillé, il est important de parler des comment fonctionnent les droits de diffusion sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, vous comme moi, personnellement, j'ai un abonnement HBO Max parce qu'il y a une série que j'adore, que j'ai toujours aimée, qui est ma série préférée, mais qui n'est que sur HBO Max. Pour vous, ça va être aussi le cas pour pas mal. Vous prenez une plateforme parce qu'il y a une série, un film que vous voulez voir à tout prix. Mais maintenant, comment ça marche ? Pourquoi est-ce que telle ou telle série est sur Netflix ? Telle ou telle série est sur Disney+, et ainsi de suite, on peut continuer comme ça pendant longtemps. On a 2 cas de figure, les productions originales, comme vous voyez par exemple Emily in Paris, production originale Netflix, c'est que Netflix l'a produit, Netflix a mis l'argent, Netflix a fait la série, et la série appartient à Netflix. On a ensuite par exemple, quand vous voyez Friends, qui était sur Netflix en France, qui ne l'est plus aujourd'hui, qui l'est en Angleterre et ce qui s'arrêtera d'ici la fin 2025. Friends n'appartient pas à Netflix, ça appartient justement à Warner Bros. Mais pourquoi c'était sur Netflix ? C'est qu'il y a des accords et que Netflix a acheté, donc moyennant financement auprès de Warner Bros., Netflix a eu l'autorisation de diffuser Friends sur sa plateforme. Après, il y a pas mal de jeux qui vont entrer en compte sur les royalties, comment du coup les stars on les paye, et ainsi de suite. Donc très important de savoir ça. Donc chaque plateforme a son catalogue. On prend Disney+, par exemple, tous les Marvel, ça appartient à Disney, c'est sur Disney+. Et derrière, on doit lâcher pas mal d'argent si on veut avoir justement Marvel sur d'autres plateformes. Donc en gardant ça en tête, très important, on va pouvoir entrer dans le sujet de pourquoi les studios Warner Bros. Et Warner Bros. Discovery est à vendre aujourd'hui. Il y a 2 raisons principales. La première, une dette assez importante qui a été accumulée sur les dernières années et une concurrence aussi de plus en plus forte des services de streaming. Netflix, qui est le plus gros concurrent
de Warner Bros, même s'ils ont HBO qui est aussi quand même pas mal placé sur le marché américain et sur le marché mondial aujourd'hui. Donc une grosse concurrence avec Paramount+, avec Disney+, Amazon Prime Video et ainsi de suite. Donc un marché très concurrentiel qui l'est de plus en plus, où chaque société veut avoir des nouvelles, un catalogue, on va dire, de plus en plus important, un catalogue qui va aussi se renouveler, d'où le pourquoi Friends est sorti de Netflix France, parce que c'est la volonté aussi de Netflix de pouvoir alimenter, faire développer son catalogue et proposer toujours plus de contenu, du meilleur contenu, du contenu différent à ses abonnés. Aussi, on revient rapidement sur tout à l'heure le pourquoi la diffusion sur certaines plateformes. Pourquoi Netflix va payer Warner Bros. Et c'est ce qui a été fait pour avoir Friends sur Netflix. C'est parce qu'ils savent que Friends, c'est une série culte, incroyable. J'ai grandi avec, vous avez grandi avec. On connaît tous cette série, on l'a tous vue et revue des milliards de fois. Ils savent que le fait d'avoir simplement cette série-là sur Netflix va ramener des abonnés, va ramener des gens qui sont peut-être sur d'autres plateformes, mais ils veulent à tout prix voir Friends. Ils vont aller payer Netflix pour pouvoir voir Friends. Et c'est comme ça qu'en soi, le business des plateformes de streaming se fait et se développe. Donc voilà pourquoi Warner Bros. s'est mis en vente, tout simplement. Et donc on a le 5 décembre, il y a quelques jours, Netflix et Warner Bros. Discovery, par un communiqué de presse commun, ont annoncé la validation et l'accord de rachat par Netflix de certaines entités de Warner Bros. Et ça, c'est très important parce que Netflix ne veut pas tout racheter chez Warner Bros. Discovery. Donc, on a pour un deal à 82,7 milliards de dollars, dette comprise, parce que Netflix, dans ce cas-là, rachète la dette de Warner Bros., qui donne une valorisation de Warner Bros. À 72 milliards de dollars, soit 27,75 dollars par action détenue. Donc, avec ça, Netflix prévoit de racheter déjà le catalogue complet de Warner Bros., c'est-à-dire tout l'univers DC Comics, Friends, Game of Thrones, certaines très grosses séries très cotées sur HBO Max. Donc bien sûr, tout ce catalogue-là, qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Donc là, moi, je donne des exemples des séries, mais il y a aussi pas mal de films qui ont été produits par Warner Bros. Sur un nombre d'années incalculable. Et c'est tout ça aussi qui entre en jeu. Netflix prévoit aussi dans ce deal-là d'acheter HBO, la chaîne de télé, qui est l'équivalent, si on ne connaît pas, de notre Canal+, en France. Et HBO Max, la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery. Et on arrive donc à la dernière chose que Netflix rachète dans ce deal-là, tous les studios de production Warner Bros. Il est important de mettre en lumière que Netflix ne veut pas racheter ni CNN, donc la chaîne d'information américaine qui appartient à Warner Bros. Discovery, ni Discovery, du coup, une autre chaîne de télé qui appartient à Warner Bros. Donc tout ça ne les concerne pas, ils ne veulent pas de chaîne de télé d'information, d'actualité ou peu importe. C'est pas quelque chose qui est dans le deal pour l'instant. On a donc, à la suite de cette annonce, le 5 décembre, Ted Sarandos, le CEO de Netflix, qui a annoncé que ce deal était incroyable pour les deux parties, mais surtout que ça allait apporter à Netflix, et je cite, un catalogue incomparable, donc en termes de vidéos, de films et de contenu en général. Donc vous avez vu ces derniers jours beaucoup de débats sur apparemment maintenant ils veulent racheter. Qu'est-ce qui se passe? On croyait que Netflix avait déjà validé, mais derrière on voit d'autres trucs qui disent que Netflix a déjà racheté Warner Bros., ce qui n'est pas le cas. Warner Bros. A accepté l'offre de Netflix. La distinction, c'est que c'est le conseil d'administration qui a validé l'achat. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les prochaines étapes, ça va être validation par les actionnaires. Est-ce que les actionnaires acceptent ou pas d'accepter ce deal de Netflix? Et deuxième chose, ça va être une validation par le DOJ, Department of Justice, donc le département de la justice américain, qui va évaluer la chose, savoir si ça va à l'encontre de certaines lois antitrust aux États-Unis. On a la même chose en France, hein, si on prend le cas du rachat de SFR par Bouygues, Orange et Free, c'est exactement le même système. On ne veut pas qu'une seule structure ait le monopole parce que c'est risqué économiquement parlant et pour diverses raisons. Donc il va y avoir toutes ces évaluations et tout ce travail qui va être fait. Maintenant, on a donc quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, c'était le 6 décembre, à confirmer. Vous le verrez, ce sera écrit en bas, la date exacte. On a Trump qui a pris la parole, donc Donald Trump, président des États-Unis,
et vous pouvez voir ce qu'il a dit tout de suite. Have a very big market share. And when they have Warner Brothers, that share goes up a lot. So I don't know, that's going to be for some economists to tell, and I'll be involved in that decision too. Donc Trump nous dit que ça pourrait être un problème que Netflix rachète Warner Bros. Et il dit aussi, je cite, qu'il sera directement impliqué. Pourquoi ? Donc de ça, il y a deux choses qui en découlent. On a donc bien sûr une peur de monopole sur le service de streaming aux États-Unis, mais aussi un autre élément qui a été relevé par pas mal d'économistes et pas mal d'employés Warner Bros. Aussi, qui est que si Netflix rachète aujourd'hui les studios de production Warner Bros, qui rachètent HBO Max, déjà ils peuvent faire sauter HBO et tout passer sur Netflix, qui est une possibilité. Mais aussi, s'ils ont envie, et là, libre à eux, et ils ont la totale liberté de le faire si le deal passe, c'est de ne plus sortir aucun film au cinéma. Si Netflix rachète Warner Bros. Studios, ils peuvent utiliser ces studios-là pour produire et ne plus rien sortir au cinéma et tout passer directement sur Netflix, qui limite les coûts, ce qui augmente le bénéfice et ce qui maximise aussi les rentrées d'argent. Donc de ça se posent derrière plusieurs problèmes. L'industrie du cinéma, le nombre d'employés aux États-Unis qui travaillent dans des cinémas, ça peut être aussi le cas en France, parce que ça va toucher bien sûr par ricochet d'autres pays. Donc derrière, on a un certain nombre d'employés, on a un certain nombre de personnes qui risquent de perdre leur emploi du fait de ce rachat. Donc ça, c'est les éléments qui sont apportés par certaines personnes du clan Trump et aussi par la Maison-Blanche, d'où le fait que Trump dise qu'il va garder un œil et qui dit je serai directement impliqué. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité aux États-Unis, vous savez que Trump s'immisce un peu dans tout et quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il n'hésite pas à dire les choses. On peut penser ce qu'on veut du personnage, mais quelqu'un qui dit ce qu'il pense, moi personnellement j'adore. Après, voilà, en toute retenue. Donc on sait déjà que il laisse entendre qu'il va s'immiscer. Et ça n'a pas loupé, parce que quelques jours plus tard, on a donc Paramount Skydance qui lance une hostile takeover, donc qui est en gros une proposition de rachat hostile. Qu'est-ce que c'est dans le droit américain, une proposition de rachat hostile ? Là, pour le cas de Netflix, le conseil d'administration a validé. Il reste la validation des actionnaires et la validation du DOJ, donc le département de la justice américain. Ce qu'a fait Paramount, et il y a quelques éléments qui peuvent laisser penser que ça vient aussi de la Maison-Blanche. On va y arriver juste après, et c'est quelque chose de très intéressant à décortiquer politiquement parlant et économiquement parlant. Donc on a Paramount Skydance qui est allé directement voir les actionnaires et non pas le conseil d'administration. Eux, ils avaient déjà validé Netflix. Ils ont dit, nous, on est avec Netflix, on voit Netflix, c'est très bien. Ils sont allés voir les actionnaires pour proposer une vente justement directement aux actionnaires. C'est ce que vous voyez des fois dans les films, dans les séries américaines, quand il y a un patron, on essaie de le faire sortir de sa boîte et qu'il y a des rachats d'actions, de tout ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. C'est une technique qui va aussi mener à des techniques d'achat en bloc d'actions. S'ils veulent, ils rachètent un gros nombre d'actions, bam, ils ont directement, 15-20%, et avec ça, ils peuvent faire pression sur le conseil d'administration pour justement avoir une vente en leur faveur, donc de Paramount Skydance. Donc, très important, donc quelques techniques douteuses aussi, bien sûr, on l'imagine, on le sait très bien, dans ce genre de rachat. Qu'est-ce que Paramount Skydance a proposé aux actionnaires de Warner Bros, pas à Warner Bros directement, mais aux actionnaires, un deal à 108,4 milliards de dollars pour l'ensemble, ou presque, des activités de Warner Bros. Ça représente à peu près 30 dollars par action, ce qui est plus que Netflix, à 27,75 dollars par action. Donc pour un rachat presque total. Donc du coup, on propose de racheter à 108,4 milliards de dollars une société, et la nôtre en vaut que 25. L'argent doit venir de quelque part. On a donc un consortium de fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, du Qatar principalement, qui ont injecté de l'argent avec Paramount pour proposer ce rachat. Mais on a aussi une entreprise qui s'appelle Affinity Partners, Affinity Partners, si on veut le faire en français, qui finance en grande partie justement ce surplus du rachat. Et le CEO et le fondateur de cette entreprise, de ce fonds d'investissement, n'est nul autre que Jared Kushner, qui est le gendre du président américain Donald Trump. Et donc lui, avec d'autres fonds d'investissement
des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient en général ont proposé justement ce rachat. Petit flashback, oui c'est ça, cherchez le mot. Petit flashback, il y a quelques mois, donc Paramount Skydance a été poursuivi par Donald Trump pour l'émission 60 minutes sur un sujet avec Kamala Harris pendant les élections présidentielles. Le problème de Trump était que, apparemment, Kamala Harris aurait été favorisée sur le montage de cette émission, sur certains sujets qui la faisaient paraître grandi, on va dire, de l'interview, comparé à son opposant Donald Trump. Tout ça s'est déroulé sur la chaîne de télé CBS qui appartient à Paramount Skydance. Donc Trump les a poursuivis pour éviter des procès très longs, pour éviter beaucoup d'argent aussi en perte. Paramount Skydance, donc qui détient la chaîne de télé CBS, a proposé 16 millions de dollars à Donald Trump pour arrêter l'affaire ici et a reconnu la faute d'avoir favorisé Kamala Harris pendant l'élection présidentielle. Ça a joué beaucoup et ça veut dire beaucoup sur l'implication du président américain sur la télévision aux États-Unis et sur ce qui se fait, ce qui se dit contre lui et en règle générale ce qui se dit et qui n'aime pas. On va faire très simple. Donc, il a poursuivi Paramount. Paramount a payé 16 millions de dollars non pas directement à Donald Trump, mais pour la construction de sa bibliothèque présidentielle, comme ils font souvent aux États-Unis. Tous les présidents ont une bibliothèque présidentielle. Donc, il a poursuivi. Il a reçu à avoir cet argent. Derrière, ça a été justifié pour annuler une des émissions les plus suivies des États-Unis, le Late Show with Stephen Colbert. Donc, un late show présenté par Stephen Colbert, présentateur télé américain qu'on ne présente plus, qui présente son late show depuis plus de 20 ans. Et son émission a été arrêtée parce que on remet en cause le fait qu'il ait parlé et qu'il ait dit des choses à l'encontre de Donald Trump et que Paramount s'est servi de ça pour justement faire sortir son émission. Donc elle n'est pas remplacée, hein, elle est supprimée. L'émission n'existera plus à l'été prochain. Pourquoi est-ce que tout ça est important ? Le CEO de Paramount Skydance, c'est David Ellison. Donc David Ellison qui, pour le coup, contrôle CBS. David Ellison est le fils de Larry Ellison, fondateur d'Oracle, qui a fait la une récemment dans le monde entier parce qu'il a été un des leaders sur le rachat de TikTok aux États-Unis. Vous le savez, il y a une grosse controverse aux États-Unis. Trump n'est pas content parce que TikTok, c'est chinois. C'est la propriété de ByteDance et ils veulent que les données des Américains soient stockées aux États-Unis et que la Chine n'ait pas accès à tout ça. Donc, il a dit on veut que TikTok devienne américain. Grâce à ça, donc la société Oracle, Larry Ellison, le père de David Ellison qui détient Paramount, ça fait beaucoup mais il faut suivre, qui détient Paramount Skydance, est un des leaders de ce conglomérat de fonds d'investissement qui a racheté TikTok. Paramount Skydance, dans leur offre, ils veulent pas juste racheter comme Netflix, HBO, la chaîne, HBO Max et les studios Warner Bros. Ils veulent racheter le catalogue, les studios, HBO Max, CNN, Discovery. Ils veulent racheter la totalité de ce que possède Warner Bros. Ça fait grand débat aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que si cela est validé, on aura une famille qui détient à peu près, selon les estimations, parce qu'on n'a pas les chiffres réels de l'accord qui a été signé, on aura une famille qui détient 80% de TikTok aux États-Unis, qui détient CNN, chaîne d'information, qui détient Discovery, chaîne de documentaires, qui détient HBO, chaîne du câble, qui détient HBO Max, qui détient les studios Warner Bros, qui détient tout le catalogue Warner Bros, avec toutes les séries et tout ce qui s'ensuit. Donc ça fait un gros stock de pouvoir pour une seule famille. On n'en sait pas plus au moment où on enregistre cette émission, que vous allez voir aujourd'hui. On est le lundi 15 décembre. Ce qui reste à suivre, et on reviendra dessus à la rentrée, ça va être, est-ce que ça va passer les lois antitrust, est-ce que donc, le DOJ va valider, est-ce que les actionnaires aussi, parce que là, ils sont dans l'obligation d'examiner l'offre de Paramount Skydance. Donc, est-ce que les actionnaires vont choisir Netflix ? Est-ce que les actionnaires vont choisir
Paramount? Est-ce qu'une seule famille des États-Unis détiendra une grosse majorité des plateformes de streaming aux États-Unis et des chaînes d'information? Parce que CBS plus CNN, déjà, ça fait beaucoup aux États-Unis. Tout ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. On le verra bientôt. On vous refera un sujet, je referai un sujet là-dessus pour vous tenir informés. On en a fini pour ce sujet, donc très important, vous l'avez compris, les Nakacho, la quotidienne, c'est expliquer les choses en détail, où j'essaie de vous apporter le maximum d'informations pour mieux comprendre les choses. Parce que vous voyez un sujet aujourd'hui sur TF1, sur BFM ou tout ce que vous voulez, on va vous dire « Ah, Netflix a racheté Warner Bros. Pour 82 milliards de dollars, c'est incroyable. Ah, mais du coup, ça pose problème parce que Netflix va avoir le monopole. » C'est tout. On en fait quoi avec ça? On ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas tout ce que je viens d'expliquer là. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas au courant, ne savaient pas c'est pas parce que Warner Bros a dit on est racheté par Netflix que derrière c'est fait. Mais non, le département de la justice américain peut dire non, les actionnaires peuvent dire non, ce n'est pas encore validé. Et c'est ça le but des Nakacho la quotidienne, c'est de vous apporter tous ces éléments-là pour que vous puissiez être le plus au courant, pour vous rendre compte de quel est l'enjeu réel de certaines choses, parce que là, à l'air de rien, sur un rachat d'un studio, d'une chaîne de télé, d'une plateforme de streaming aux États-Unis, on en arrive à une famille qui détient une grosse partie des médias américains. On arrive à un président, le président du monde libre, qui s'immisce dans des histoires économiques privées qui en soi ne regardent pas le président lui-même, ça regarde les autorités, mais voilà. On prend le cas de la vente de SFR, où on a une alliance Orange, Bouygues Télécom et Free. Ça va être un sujet qu'on va traiter bientôt cette semaine dans cette émission. On n'a pas entendu Emmanuel Macron prendre position ou dire « Ah, moi, je vais regarder ce qui se passe, parce que là, moi, je suis pas très content. Je vais suivre un peu tout ça. » Et qui, derrière, il envoie son gendre ou sa belle-fille ou peu importe. Donc, voilà, c'est des choses qui sont quand même importantes et on essaie de vous apporter ces choses-là d'un point de vue, bien sûr, objectif. Mon but n'est pas de vous dire Trump est méchant, oh là là, Trump est méchant, ou oh là, Larry Ellison, c'est pas bien, ou à Warner Bros. En soi, mon avis, on s'en fiche. Mon avis, vous en fichez aussi. Le but, c'est de parler des faits et de ce qui se passe dans le monde, en France. C'est ça l'objectif de la quotidienne. Donc maintenant, on arrive à la deuxième partie de notre émission. Donc, keynote, on va dire, je ne sais pas vraiment comment l'appeler, une keynote entrepreneuriale, des conseils de vie. J'en ai aucune idée. Le but, c'est tout simplement que c'est moi qui s'adresse à vous pour vous donner des leçons que j'ai apprises sur mon parcours entrepreneurial, des règles générales de société, quelques clés aussi de motivation, et qu'on puisse en fait lancer un échange et un débat tous ensemble. Le sujet du jour, c'est pourquoi la vie des gens vous empêche d'avancer. Très simple, je pose une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous voulez lancer un projet, peu importe le projet, peu importe le secteur d'activité, vous allez demander l'avis à des gens pour savoir ce qu'ils en pensent et savoir si vous devriez le faire ou pas? Oui, tout le monde. Moi-même, ça m'arrive encore et ça nous arrive à tous. Et justement, c'est ça qui est dans une mesure pas bon. Pourquoi? Psychologiquement, et il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet, quand on veut lancer quelque chose de nouveau, qui nous fait sortir de notre zone de confort, qu'on n'a jamais vraiment fait avant, qui peut faire peur aussi en fonction de ce qu'on veut faire, psychologiquement, on va vouloir avoir l'approbation de quelqu'un, l'approbation de plusieurs personnes, pour nous conforter dans l'idée de « Ah oui, je veux faire ça, ils m'ont dit, tout le monde me dit que c'est une bonne idée, je fais ». Sauf qu'en général, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez demander l'avis aux gens, et tout le monde va pouvoir justement se reconnaître là-dedans, c'est que vous allez avoir que des problèmes et que de la négativité. Quand vous allez dire à quelqu'un « J'ai envie de lancer ça et tout, t'en penses quoi? Ça a l'air d'être une bonne idée et tout, j'ai trop hâte, je suis trop content. » « Ah ouais, mais ça coûte cher, hein. Mais attends, mais tu connais personne, mais tu vas faire comment? Ah mais, ah ouais, quand même, tendu et tout. Ah, respect, franchement, beau projet. Mais après, fais attention quand même, c'est compliqué. » Et j'ai envie de dire, putain, si on écoute tous les gens qui disent ça, on va pas aller loin dans la vie. Et c'est le problème aussi de beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi les gens s'arrêtent? Et ça vous est déjà arrivé aussi, j'en suis sûr, ça m'est arrivé à moi aussi. Quand on demande trop l'avis aux gens, des gens qui ne sont pas concernés par le secteur sur lequel on veut bosser, sur lequel on veut lancer quelque chose, derrière, au fur et à mesure, on va avoir notre excitation
notre ambition sur le projet qui va diminuer. Et bien sûr, c'est normal, vous avez tous les jours quelqu'un qui vous dit « Ah ouais, mais fais attention, ah ouais, mais ça coûte cher, ah ouais, mais fais ceci, ah ouais, mais fais cela, mais t'as pensé à ci, mais t'as pensé à ça. Mais attends, parce que si ça marche pas, en plus, t'as pas de réseau, ah mais comment tu vas faire ?» Ben oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on était super content, on était super hypé sur un sujet, et que derrière, on entend tous ces trucs de « Ah non, mais fais, ah mais non, ah mais non, ah mais non, ah mais non. » D'ailleurs, on va se dire « Ah mais c'est vrai. » Parce que si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Qui est aussi un truc complètement con et que je déteste, que tout le monde dit aujourd'hui, c'est que, en gros, la majorité domine, et si tout le monde pense que non, eh ben non. Eh ben non, justement, non à ce constat, non à cette chose-là. Si vous écoutez justement ces gens-là, déjà, vous allez aller nulle part, vous n'allez pas réussir à avancer. Pourquoi ? Parce qu'en général, dans 85 à 88% des cas, les gens à qui vous allez demander cet avis-là, est-ce que tu penses que ça marcherait avec les si on refait le monde, hein. Mais ces gens-là, soit n'ont jamais entrepris, soit n'y connaissent rien au sujet que vous voulez lancer, ou au projet que vous voulez développer. Donc pourquoi aller demander ? En général, vous allez demander à vos parents, vos frères et sœurs, vos meilleurs amis. Ah, j'ai l'idée, j'ai envie de faire ça, est-ce que tu penses que ça va le faire ? Mais déjà, de un, qu'est-ce qu'ils en savent ? Ils connaissent pas le marché, ils savent pas ce que vous avez en tête, parce que la vision, c'est vous qui l'avez. C'est dans votre tête. Votre vision, elle n'a pas été donnée aux autres, hein. Elle vous a été donnée à vous pour que vous puissiez accomplir cette vision-là. Donc, demander aux gens, ça va juste à l'encontre de votre vision de base et à l'encontre du pourquoi vous voulez faire ça et d'où ça vient, cette envie de créer ceci. Donc, à force de demander aux gens, on va aller nulle part. Mais il faut demander, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de conseils, hein, mais il faut demander aux gens concernés. Vous voulez lancer, moi, je ne sais pas, un média. Vous connaissez personne dans la vidéo, vous connaissez pas de gens qui font des médias, allez networker, faites des événements, allez dans des endroits où vous êtes susceptible de rencontrer ces gens-là. Prenez LinkedIn, un téléphone, une tablette, un ordi, vous faites ce que vous voulez aujourd'hui. Vous allez sur LinkedIn, vous contactez qui vous voulez et vous demandez des infos, vous demandez des conseils. Une chose est sûre, vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un qui fait. C'est tout. Vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un qui fait. Et encore moins par quelqu'un qui fait plus que vous. Les seules personnes qui vont vous critiquer pour avoir lancé quelque chose, pour avoir tenté quelque chose, ce sont des gens soit qui veulent le faire mais qui n'ont jamais eu les couilles, hein, on va dire les choses, ou ce sont des gens qui ne sont pas contents parce que vous avez osé, vous faites, et eux vont critiquer, et eux vont parler. Mais quelqu'un qui fait et qui a déjà testé ce que vous êtes en train de tester et d'essayer de lancer, jamais ils vous critiqueront. Ça va être ceux qui vont vous encourager. Vous avez jamais remarqué que les gens qui vous soutiennent le plus, c'est pas les gens que vous connaissez, c'est les gens que vous avez jamais vus à la base avant de faire, et c'est eux qui vont vous soutenir le plus. Ça vous est jamais arrivé, vous faites un business, vous en parlez à votre famille, on vous demande des réductions, on vous demande des prix. Est-ce que c'est soutenir quelqu'un de demander des réductions à tout bout de champ ? Non. Non, au contraire, t'es de ma famille, tu devrais payer plus parce que tu veux soutenir ce que je suis en train de créer et ce que je suis en train d'essayer de développer. C'est comme ça que fonctionne le soutien. Mais la plupart des gens que vous allez rencontrer, quand vous allez tenter, quand vous allez essayer, c'est eux qui vont vous soutenir, c'est pas les gens que vous connaissez, hein. Et dernière chose aussi importante de pourquoi la vie des gens vous bloque dans votre évolution, c'est que quand les gens vont vous dire « Ah ouais, mais t'as pensé à ça, ah, fais attention, ça coûte cher, fais attention, t'as vu le risque d'échec, c'est compliqué, attention ». Ça vient d'où ? C'est pas juste ils veulent vous embêter, et juste ils veulent vous mettre le moral à zéro. C'est pas leur intention en soi. Mais ça reflète juste leur incapacité ou leur incompréhension sur le sujet dont vous leur parlez, en fait. Ou ça révèle leur peur et l'incompréhension d'eux-mêmes. Ça a dû aussi vous arriver, vous parlez à quelqu'un, il fait à peu près ce que vous faites, mais vous vous connaissez déjà, et il va pas vraiment vous encourager. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, moi, si j'arrive pas à le faire, pourquoi est-ce que lui, il devrait faire ? Donc non. Et allez, on ramène tout le monde vers le bas. C'est triste à dire, mais c'est ça la France. On est dans un pays où l'ambition fait peur, où on n'aime pas les gens qui assument de vouloir être meilleurs que les autres. Et on est dans un pays qui n'aime pas la réussite. On le dit depuis des années, mais ça n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui. La France n'aime pas la réussite. Vous prenez les États-Unis. J'ai eu l'opportunité d'y aller plusieurs fois et d'y rester des mois et des mois et des mois. C'est pas du tout la même chose. C'est deux mindsets totalement différents entre la France et les États-Unis. Donc,
Par contre, l'avantage, c'est quoi? C'est que si vous arrivez à faire décoller quelque chose en France, vous arrivez à faire de votre vision une réalité. Et on ne parle pas d'une réalité parfaite, hein. Le but, c'est juste de faire. Vous faites, vous commencez, on voit si ça prend ou pas. Il y aura des imperfections, il y a des ratés, il y a toutes ces choses-là. Un exemple très concret, aujourd'hui, c'est la première de la quotidienne. J'ai eu cette idée la semaine dernière de faire une émission quotidienne pour expliquer aux gens les tenants, aboutissants et les problèmes économiques qu'il y a aujourd'hui pour aider à une meilleure compréhension de ces sujets-là. J'en ai parlé, bien sûr, à quelques personnes. On m'a dit « Ah ouais, t'es sûr, tous les jours ?» Tendu, mais ça veut dire que tu dois faire des recherches sur les sujets et tout. Mais comment tu vas faire? Mais c'est grave, mais attends, mais en plus ça coûte cher. Tu vas faire comment? Faut payer, faut enregistrer, faut payer le montage. Mais ça coûte cher, t'es ouf et tout. Mais en plus tu dois te renseigner. Ah, c'est incroyable, trop de travail à faire. C'est ça qui fait peur aussi. C'est le fait de travailler, de devoir travailler. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui. Donc je l'ai entendu, le ne fais pas, on sait jamais. Donc là c'est la première. Il y a eu peut-être des ratés, il y a eu peut-être il y a peut-être du montage aussi qui va pas être incroyable, on sait pas, le montage on l'a pas encore fait, mais c'est la première. J'aurais très bien pu me dire je vais attendre que tout soit carré, tout soit exactement incroyable pour pouvoir lancer cette émission quotidienne et au moins je suis tranquille. Mais par contre si je fais ça et je me dis faut que j'attende que tout soit parfait, que tout soit clair et organisé avant de lancer. Je vous le dis déjà maintenant, et c'est le cas dans toutes ces situations du même type, ça ne sera jamais fait. Pourquoi? Parce que l'humain aime trop la perfection. La perfection n'existe pas, et que l'humain ne sera jamais satisfait de lui-même à 100%. Je donne un exemple très simple. Cette émission doit durer, dans ma tête, je me suis dit, ça va être des émissions d'une demi-heure. On est en train de l'enregistrer, ça sera diffusé ce soir. Là, en temps d'enregistrement, ça sera coupé au montage, mais en temps d'enregistrement, on est déjà à 40 minutes. Dans ma tête, c'était 30 minutes. Parce que comme ça, hop, en 1 heure, j'en fais 2, je peux prévoir le sujet du lendemain. Eh bien, des fois, non. Là, ça veut dire que la prochaine, elle sera peut-être un peu plus courte, ou alors il faut que je vois comment j'organise la chose. Mais c'est la première. Juste, je fais. Je fais bien, je fais moins bien, je fais parfait, je fais pas parfait. J'ai envie de vous dire, ça, c'est pas mon problème. Ça va être les retours que je vais avoir derrière qui vont m'aider à me développer et à en apprendre plus. J'ai produit un certain nombre d'émissions avec des chefs d'entreprise, avec des présidents de chambres de commerce que j'ai réussi à avoir sur mon plateau. À l'époque où on me disait « t'es personne, ton truc ça n'intéresse personne et ça va pas marcher ». Mais j'ai fait. Donc il y a eu des émissions meilleures que d'autres. Il y a eu un moment où j'ai dû tout arrêter. Celle-là, c'est ma première émission depuis 3 ans. Mais je reviens. Il n'y a pas de raison que l'échec doive abattre une personne. Et ça, ce sera un autre sujet qu'on va traiter prochainement. Donc voilà un peu les petits conseils que je peux apporter. Je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous vont me rejoindre là-dessus. Et ça conclut notre émission du jour. On se retrouve demain sur une nouvelle édition, sur un nouveau sujet éco et sur une nouvelle keynote conseil de vie. Et je vous parlerai aussi un peu plus des difficultés et des vraies galères que représente l'entrepreneuriat aujourd'hui. Mais par contre ici, c'est la vraie vie. Nakat Media, je l'ai appelé le média qui parle vrai. Ici, on parle des vraies choses. On n'est pas dans il faut entreprendre, c'est bien, c'est incroyable, vous allez gagner de l'argent, c'est super, c'est tout beau, c'est tout rose. C'est pas du tout ça, c'est tout l'inverse. C'est très peu d'argent, voire même pas d'argent des fois. C'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup de stress, c'est des cheveux gris et on peut continuer comme ça pendant un moment. Donc ici, c'est la vraie vie. Ici, on dit les vraies choses et on explique vraiment les choses. Et c'est dans cette émission-là où je vais vous donner des infos sur qu'est-ce que c'est vraiment aujourd'hui la vraie vie. On n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur TikTok ici. Ici, on parle des vraies choses et on met en avant ces éléments-là. On est malheureusement dans un pays où on a peur de dire les choses. Moi, honnêtement, je m'en fiche un peu. Je fais ce que j'aime. Je dis ce que je pense. En tout cas, sur ce sujet-là et non pas sur le sujet économique, on s'est bien compris. Et après, les gens sont d'accord avec moi. Les gens ne sont pas d'accord avec moi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la France, c'est le monde, c'est la démocratie. C'est comme ça que ça marche. Chacun est libre d'avoir son opinion. J'ai la mienne, vous avez la vôtre. Mais ici, moi, je préfère parler de la vraie vie et des vraies choses plutôt que de vendre du rêve et vendre quelque chose qui n'existe pas. Le rêve de l'entrepreneuriat et d'être milliardaire en 1 an, tout ça, faut vite oublier. Mais ici, du coup, on parle des vraies choses.
Ça conclut du coup la première édition de notre Nakacho La Quotidienne. On se retrouve demain sur un sujet où on va revenir un peu en arrière en France sur le fiasco et le grand débat que ça a posé en France, la taxe Zuckman, une taxe en soi sur de l'argent qui n'existe pas. Et on va en parler demain bien en détail avec le pourquoi du comment, pourquoi ça n'a pas été validé, parce que spoiler alerte, la proposition n'est pas passée. Donc on va parler de tout ça, tous les mécanismes et de pourquoi est-ce que cet acte est très compliqué à mettre en œuvre et heureusement qu'elle n'est pas passée. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition du Nakacho La Quotidienne.